Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue le top 20 du CAC 40. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener. Donc, j'ai fait précédemment une vidéo top 10. Là, je coupe juste après le top 10 pour me retrouver avec le top 20. Donc, la dernière cap du top 10, c'est Air Liquide à peu près 100 milliards d'euros de market cap. Donc là, je coupe juste après Air Liquide et je coupe avant 33 milliards pour garder 10 entreprises. Là, on a notre top 20. On va passer en revue les colonnes qui sont affichées dans ce screener. On a donc la boîte, l'industrie dans laquelle elle opère, le pays, bon, on est en France de toute façon, la capitalisation boursière, la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça nous donne un indicateur de cherté, le price earning, donc ça nous donne également une valorisation de l'entreprise, un rendement des capitaux investis quand c'est disponible, ça nous donne une mesure de rentabilité de l'entreprise, l'endettement net de l'entreprise, le dividende qui est indiqué par le management, donc qui est prévu pour l'année en cours, le payout ratio, donc c'est-à-dire la part de bénéfice net qui est versé en dividende, et les free cash flow face aux bénéfices nets, parce qu'il faut toujours comparer ces free cash flow aux bénéfices nets pour comprendre si le dividende est vraiment finançable par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on paye le dividende avec les free cash flow et pas avec les bénéfices nets, donc il faut s'assurer qu'on a suffisamment de free cash flow pour payer les bénéfices nets. Première remarque sur ce top 20, les entreprises qui en ressortent, il y a des banques et des assurances. Donc il y a BNP, Crédit Agricole en banque et il y a AXA en assurance. Ce sont des animaux un peu spéciaux. Par exemple, on voit qu'il n'y a pas d'EBITDA en fait, donc ça tient en fait à la structure de ces business. On va analyser ça ligne par ligne et puis je vous donne mon avis. Alors on commence tout de suite avec BNP Paribas. Donc c'est la plus grosse banque française, market cap de 85, à peu près 80 millions d'euros de milliards d'euros de capitalisation boursière. On se base sur le price earning pour valoriser l'entreprise. On est à 7,6, ce qui est faible en absolu, mais les banques en Europe sont faiblement valorisées parce que il n'y a plus de croissance et elles sont très réglementées. Donc le marché leur attribue un multiple qui est bas, beaucoup plus bas que ce qui se fait aux États-Unis par exemple. Donc on n'a pas les infos pour calculer le rendement des capitaux investis et on n'a pas de dette nette. Alors si quand on regarde sur Coifin la dette nette, ils mettent trésorerie nette, mais en réalité c'est pas vrai, hein. Les banques elles ont un levier énorme d'ailleurs, elles ont beaucoup de dettes, mais ça c'est pas bien calculé par Coifin, donc mettons ce critère de côté. Un rendement du dividende, et c'est le seul point intéressant en fait sur les banques, c'est le rendement du dividende. Il est à 6,6% chez BNP Paribas. On a, alors pareil, les free cash flow, en fait, ça s'applique pas pour les banques. Donc, on peut se baser plutôt sur les bénéfices nets. On est sur un payout ratio de 44,5% pour le versement du dividende, ce qui est pas très élevé en soi. On pourrait encore l'augmenter, ce dividende. Donc, BNP, ça peut être intéressant. Moi, je suis structurellement à l'écart des banques et des assurances. Si vous êtes sur un profil rentier et puis que le fait de vous exposer aux banques ne vous effraie pas, BNP ça peut être intéressant. On continue avec AXA, donc c'est une assurance, c'est un genre d'entreprise que je ne sais pas analyser, donc c'est pour ça que je m'en tiens à l'écart également. On est à peu près à 80 milliards d'euros de market cap, un price earning de 11,3, donc pareil, on attribue des multiples assez faibles aux assurances en Europe, le marché en tout cas. On peut calculer un rendement des capitaux investis, ça reste à voir, donc il serait à 6,7%, ce qui est pas très élevé, mais je ne sais pas quelle est la valeur pour les assurances en général. Bon rendement du dividende à 5,25%, avec un payout ratio qui est un peu élevé à 64%, donc ce dividende à mon avis il va pas trop bouger, mais il n'est pas non plus en danger pour autant. Voilà. Donc, bon rendement du dividende, c'est aussi l'un des attraits du dossier AXA. Des financières en général, c'est le niveau du dividende. Ensuite, on a Vinci, donc là on est dans la construction et les concessions, market cap de 60 milliards d'euros à peu près, valeur d'entreprise sur EBITDA de 7, c'est pas très élevé, c'est moyen on va dire comme niveau de valeur d'entreprise sur EBITDA, et un PER de 13, donc ça a bien remonté, hein. Sur les mois précédents on était quand même à un PER qui était plus faible que ça, mais c'est toujours pas très cher. Un bon rendement des capitaux investis à 8,5, ce qui est convenable. Il y a un peu de dette, mais Vinci a de la dette, mais c'est normal puisqu'on est sur une activité qui a de la visibilité sur les cash flows via les concessions. Donc ça permet de s'endetter à des taux assez attractifs et donc on peut utiliser la dette pour faire des acquisitions et financer la croissance organique sans trop de problèmes. Un bon rendement du dividende à 4,3% à l'heure actuelle, donc ça c'est pas mal. On est sur un payout ratio qui est proche de 50%.
Et en plus, si on regarde les free cash flow, ils sont plus élevés que les bénéfices nets, donc en fait, ce payout ratio est plus faible que ce qui est indiqué ici. Donc il y a de la place quand même pour augmenter le dividende. Pas sûr que le management veuille l'augmenter, mais à ce niveau-là, il est déjà intéressant. Donc, Vinci, c'est un dossier qui se regarde quand même, parce que bonne rentabilité, pas si cher que ça encore, rendement du dividende sécurisé, pourquoi pas. Dassault Systèmes, donc là, on est sur le logiciel, market cap d'à peu près 50 milliards d'euros, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA exorbitante de 25,2, et un PER de 43 fois, donc c'est quand même très élevé. Rendement des capitaux investis à 9,5, ce qui est quand même bien. Un rendement du dividende qui est très faible, mais ça vient en fait de la valorisation excessive de l'entreprise, avec un payout ratio qui est faible, d'après ce qui est indiqué ici. On a un free cash flow légèrement plus élevé que les bénéfices nets, enfin un peu plus élevé quand même que les bénéfices nets. Donc ce dividende, il est quand même très sécurisé, il pourrait être augmenté, il pourrait être minimum doublé en fait. Chez Dassault Systèmes. Pour moi, c'est beaucoup trop valorisé, donc je suis à l'écart de Dassault Systèmes. Crédit Agricole, la deuxième banque de cette liste. Donc, on est sur un market cap d'à peu près 50 milliards d'euros, un price earning de 7,6, donc comme BNP Paribas, un rendement du dividende qui est à peu près équivalent à celui de BNP, payout ratio à peu près équivalent, et voilà, un dividende qui peut potentiellement augmenter parce qu'on ne verse pas. On verse moins de 50% en payout ratio. Donc Crédit Agricole, moi je suis à l'écart comme toutes les banques. Maintenant, si vous êtes intéressé par un rendement du dividende qui est attractif, vous pouvez regarder ce dossier. Saint-Gobain, donc ça c'est une société qui opère dans les matériaux de construction. Saint-Gobain, c'est une histoire de changement de business model depuis 2020 et ça a très très bien marché. Les marges ont bien augmenté. L'entreprise s'est recentrée que sur des activités avec une bonne rentabilité, des bonnes marges. Et donc ça lui a bien profité puisque le multiple s'est bien redressé par rapport à l'historique. Donc on commence à se payer. Donc on est près de à peu près 45 milliards d'euros de market cap. On est sur une valeur, un multiple d'EBITDA qui est pas si élevé que ça, à 8,5, c'est moyennement élevé, et un PER qui se rapproche des 17, donc là, par rapport à l'historique, sur les deux métriques, on est quand même plus élevé, et ça reflète l'amélioration de la qualité du dossier. Alors, on n'a pas le calcul du rendement des capitaux investis, ça c'est dommage, il devrait pouvoir se calculer. Je ne sais pas si le groupe a en trésorerie nette, je pense que oui, et qu'il n'y a pas du tout de dette, donc ça c'est plutôt positif, et un rendement du dividende qui a 2,2, donc ça c'est intéressant, mais on n'a pas l'information sur le payout ratio. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le calcul, mais bon. Je pense que le dividende est sécurisé quand même chez Saint-Gobain, à vérifier. Pour moi, c'est un dossier qui commence à être trop cher, dommage. C'est un mauvais timing sur Saint-Gobain, puisqu'il y avait une opportunité pour l'attraper à un multiple beaucoup plus bas entre 2021, 2022, 2023. Maintenant, ça commence à devenir un peu cher. Danone, on est sur la production alimentaire. On est sur une market cap d'à peu près 40 milliards d'euros, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 10,6 et un PER de 42, de 43, c'est très très élevé. Alors, deux choses, on est en valeur d'entreprise sur EBITDA à un niveau modérément élevé, moyennement élevé quand même, un price earning qui est très élevé. Ce qu'il faut vérifier, et je pense que en fait en price to cash flow on est à peu près à 21, quelque chose comme ça, c'est qu'ici vous voyez les free cash flow sont presque 3 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc en termes de multiples de flux, il vaut mieux prendre, bon, comme il y a un peu de dette, il vaut mieux prendre de toute façon la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais si vous voulez comparer par rapport à des bénéfices, prenez plutôt les free cash flow parce qu'en fait ils sont plus élevés que les bénéfices nets et c'est peut-être pour ça que le PER apparaît optiquement élevé, mais en fait les bénéfices nets doivent être impactés par des dépenses non cash. Donc en fait il n'y a pas de sujet sur ce multiple. Rendement des capitaux investis à 8,3, ce qui est correct, convenable, qui est pas mal. Il y a un peu de dette quand même, c'est un peu lourd, 2,2 fois dette nette sur EBITDA, donc ça engendre des frais financiers. Il faudrait que le groupe commence à se désendetter. Un rendement du dividende qui est sympathique à 3%. On pourrait se dire que le payout ratio est inquiétant à 133%, mais en réalité, on divise par 3 ce payout ratio, ça nous donne à peu près du 45%. Et en fait, c'est ce qu'on paye avec les free cash flow. Donc il n'y a pas de sujet sur ce dividende qui peut être payé au niveau actuel sans problème. Danone, je pense que c'est pas très très intéressant, c'est quand même un peu chèrement valorisé, même en valeur d'entreprise sur EBITDA, il y a un peu de dette, il n'y a pas de croissance, c'est pas très intéressant. Engie, une société de l'énergie, on est sur une market cap d'à peu près 40 milliards d'euros, en valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,3, donc c'est pas très élevé,
un PER de 10,6, donc non plus c'est pas très élevé. Pourquoi c'est le cas? Bien, parce que le secteur énergétique en Europe est aussi déprécié par le marché à cause des normes ESG. Les fonds ne peuvent pas investir dans ces entreprises. Et puis c'est aussi un secteur qui n'a pas beaucoup de croissance, donc on met un multiple assez bas. Un rendement des capitaux investis à 7%, ce qui est correct, on va dire, sans être extraordinaire. Il y a un peu de dette quand même, dette nette sur EBITDA de 2, donc c'est quand même c'est moyennement élevé. Un rendement du dividende qui est intéressant, 8,22%, mais il est payé à crédit, puisqu'on voit que le payout ratio est à 100%, et en plus les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc ce dividende n'est pas du tout soutenable. Autre élément qui me fait tenir à l'écart de Engie, la présence de l'État au capital, qui ne privilégie pas du tout l'intérêt des actionnaires individuels, minoritaires en tout cas. Donc Engie, je préfère rester à l'écart, et si vous y êtes pour le dividende, méfiez-vous, parce que ce dividende risque d'être divisé par 2 dans les prochaines années. Donc Engie, moyen quoi comme dossier. Thales, on est sur la défense. Une market cap d'à peu près 35 milliards d'euros. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 16, donc c'est cher payé. Un PER de 40, c'est cher payé. Et en plus, les free cash flow sont équivalents au bénéfice net, donc on a un price to free cash flow qui est aussi à 40. Rendement des capitaux investis à 8,5, ce qui est convenable. Un peu de dette à 1,8 fois la dette nette sur EBITDA, donc là attention, surveillez un peu la trajectoire de désendettement. Un rendement du dividende qui est à 1,8% avec un payout ratio de 50,30%, ce qui est donc bien, enfin on peut payer ce dividende à ce niveau-là, mais il est faible ce rendement du dividende à cause de la valorisation qui est élevée. En fait, tout le monde mise sur les hausses de dépenses militaires en Europe, dont Thales bénéficiera évidemment. Mais bon, donc là, le marché est déjà allé trop loin en valorisant aussi chèrement l'entreprise. Je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de Thales. Kering, on est sur le canard boiteux de l'industrie du luxe en France. Une market cap d'à peu près 30 milliards d'euros. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 11, ce qui est quand même élevé, moyennement élevé. Un PER de 30, donc ça c'est très élevé. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc en termes de price to free cash flow on est peut-être à 25, donc là ça deviendrait raisonnable. Rendement des capitaux investis qui est médiocre, on va dire à 5,5. Une dette nette sur EBITDA qui est trop élevée à 4, donc ça veut dire qu'il va y avoir des cessions d'actifs à mon avis pour commencer à désendetter le groupe. Rendement du dividende à 2,2%, mais payé à crédit, alors un peu moins que ce qui est indiqué ici en termes de payout ratio, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, mais on est au-dessus de 100% de toute façon. Donc Kering, non, il vaut mieux rester à l'écart. À mon avis, c'est encore trop tôt pour jouer un rebond de l'activité, et c'est trop dangereux. Dans cette liste, qu'est-ce qu'on garde? Eh bien, moi, je garde uniquement Vinci. Le reste, je pense que c'est trop cher ou pas assez qualitatif, ou j'en suis structurellement à l'écart à cause du fait que l'entreprise opère dans le secteur financier. J'espère que cette revue du top 20 vous a intéressé. Mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.